Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, on est à Murat, dans le Cantal, en compagnie de Claude Legrand, qui va nous expliquer tout ce qu'il fait, mais on va dire majoritairement déjà de la peinture. Donc merci à toi d'avoir accepté de nous parler de tout ce que tu fais aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu rapidement, on va dire, on rentrera dans les détails tout au long de l'interview. Très bien, mais je m'appelle Claude Legrand, donc je suis peintre. J'ai fait les beaux-arts à Clermont-Ferrand. Je suis né en région parisienne et maintenant j'ai comme lieu de cœur le Cantal. Où on est aujourd'hui. Donc c'est parfait. Comment est-ce que tu commences justement comment tu te lances dans la peinture? Qu'est-ce qui t'y pousse? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu des débuts, on va dire? Alors le début, il y a deux lignes principales. Il y a le fait que j'ai la chance d'avoir quand même des parents, d'être dans un milieu où on va au musée, on voit de la peinture. Mon père peignait un petit peu. Je suis parisien, donc c'est plus facile aussi d'avoir accès au musée. Et puis il y a la rencontre avec Claude Monet à l'Orangerie et au jeu de paume à l'époque, le jeu de paume qui maintenant, les tableaux qui sont au jeu de paume sont à Orsay. Donc les tableaux impressionnistes, et c'est une rencontre absolue, j'ai 6 ans, 7 ans, et je décide là de devenir peintre. C'est vraiment instantané. Ok, donc direct aussi jeune, c'est acté. Comment ça se passe ensuite, par exemple pour l'entrée aux Beaux-Arts, ou comment ça se passe aux Beaux-Arts? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce qu'on ne connaît pas forcément si on vient pas de ce milieu-là, comment ça se passe? Alors il y a un cheminement avant, il y a aussi une boîte de couleurs offerte lors d'une hospitalisation, donc qui me permet, dans un moment peut-être un peu plus douloureux et difficile, de faire de la peinture mon lieu de sécurité, le lieu où je vais toujours, mon terrier, celui où je vais toujours rentrer comme le lapin dans Alice au pays des merveilles pour m'évader. Et, et puis cette envie d'apprendre la technique, parce qu'on voit bien que la main ne correspond pas tout fait à ce qu'on voudrait, à ce qu'on voit et ce qu'on va lui faire dire, la façon dont on pourrait la mener. Et donc la technique vient par plusieurs voies. Il y a les cours du soir des beaux-arts par correspondance à Paris qui existaient dans ces années-là, qui ont disparu. Donc c'était des grands livres avec un soleil, je les ai encore, avec un soleil jaune dessus. Et à l'intérieur, je dessinais, il y avait un corrigé, on envoyait et il y avait une réponse. Donc il y a cette première partie, ça c'est 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis après, mes parents décident de quitter Paris. Pour des raisons, voilà, difficulté peut-être à vivre dans un environnement où il y a beaucoup de monde dans les transports. Et ils viennent dans l'Allier, dans un petit village où ils sont toujours, hein, ils ont 90 ans, mon père maintenant, un petit village qui s'appelle Janza, dans l'Allier, sur le bord d'une rivière. Et là, je continue bien sûr à dessiner, à peindre, et je rencontre une autre personne qui s'appelle Michel Langelet, qui est un peintre qui a fait c'est Art déco et art appliqué, les deux, et qui peignait dans les rues. Il posait son chevalet, et souvent je posais mon chevalet avec lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, il y a un travail d'extérieur qui se fait entre 10 et 17 ans. Et puis à 16 ans, j'annonce à mes parents le jour de mon anniversaire. Donc je suis du 8 mai. Donc pour mes 16 ans, je dis à mon père, je dis bon, l'école n'est plus obligatoire, donc je m'en vais et je vais faire les beaux-arts. Donc presque 50 ans après, on en parle encore, ce qui est assez drôle, enfin 40. Et, et donc j'ai cette obsession, et là, faire les beaux-arts quand on est mineur et qu'on n'a pas le bac, ben, c'est pas possible normalement. Donc je fais le tour et je trouve à Clermont-Ferrand un directeur qui s'appelle Serge Elias, qui a fait les Beaux-Arts de Paris, quand il me rencontre, qui voit ma motivation, mon dossier, ma passion, il dit écoute, fais encore une année, fais la première partie voilà, à 17 ans, continue au lycée, et l'an prochain, j'accepte que tu passes, bien que n'ayant pas le bac et bien qu'étant mineur, tu passes le concours. Et je passe le concours et je rentre, ce qui fait que j'étais le plus jeune diplômé de France à 22 ans. C'était assez drôle. Et voilà, et après, ça a continué, la peinture et ce chemin de vie. Et comment tu passes de l'école à la peinture, on va dire, en tant que métier, en tant que pour gagner sa vie aussi? Comment ça se fait un peu la transition, on va dire? C'est naturel, il n'y a pas vraiment de transition. Peindre est un besoin, une obsession et un besoin comme on respire. Donc que je le commercialise, que je le vende, que je ne le vende pas, que je l'expose, que je ne le montre pas, je peins. Voilà. Et puis, il y a eu une période, après les Beaux-Arts, qui a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, où je peignais beaucoup et je repeignais tout. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de destruction de l'œuvre parce que je cherchais quelque chose
que je cherche toujours et que je n'ai toujours pas trouvé. Mais à ce moment-là, je n'étais pas capable d'arrêter une toile et d'en faire quelque chose d'autre. Et puis j'ai rencontré mon épouse, alors une rencontre importante puisqu'elle nous mène aussi dans le Cantal, une cantalienne, et qui se dit, elle me voyait peindre, elle me dit mais on n'en fait rien. Et une galerie s'ouvre juste en face de chez moi. Il n'y a pas de hasard, à l'angle de la rue, et je ne voulais plus entendre parler de galerie, ni d'exposition. Puis elle me convainc, et puis je rencontre quelqu'un qui est devenu très important, qui est un ami, on se suit depuis les années 94, donc c'était en 94 cette première galerie, et voilà, qui me redonne le goût de montrer mon travail, d'en parler et de rencontrer l'autre. Voilà, donc ça commence comme ça. Et là, il y a un moment de transition où je fais 2 activités. Donc je fais la totalité de 40 heures de peinture à peu près, parce qu'en moyenne, c'est ce que je peins dans une semaine, 6 heures par jour, la journée. Et j'avais créé un établissement de nuit, une salle de billard, dans lequel il y avait des expositions, un milieu très étudiant. Alors j'avais 24 ans, plus 24, 25 ans, donc j'étais très lié. J'avais encore beaucoup de gens que je connaissais aux Beaux-Arts, donc il y avait des expos, des vernissages. Julien Mignot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le photographe, la rencontre est là, je lui montre sa première expo, c'est un déclic, je sens que son travail a vraiment un potentiel. Voilà, donc il y a eu ce moment, un petit peu des deux. Puis à un moment donné, j'ai dit, voilà, je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas travailler à la fois de nuit, tous les jours jusqu'à 3h, 4h du matin, dormir 3 heures et faire la peinture. C'est le physique qui ne suit plus parce que j'aime bien les deux. Et donc je décide de faire plus que de la peinture. Et à un moment, le manque m'amène aussi à m'occuper d'associations parce que je crois que j'ai besoin de beaucoup d'activités, de beaucoup de choses pour me sentir vivant. Pour arriver déjà à allier peinture la journée et autre chose la nuit, je pense qu'effectivement, on peut dire qu'il faut un certain nombre d'activités dans la semaine. Est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire un peu ou nous expliquer justement c'est quoi je sais pas, ton style de peinture ou qu'est-ce qui t'inspire quand tu peins, qu'est-ce que tu veux raconter, je sais pas, comment tu peins un peu, qu'est-ce que tu peins? Alors je parlerai du style. Willem de Kooning, ce grand artiste, disait que le style est une supercherie. J'aime bien cette phrase, elle me fait réfléchir. Le style, c'est souvent les galeries qui le donnent. C'est-à-dire que quand on travaille, c'est pour ça que je ne travaille plus avec des galeries tout de suite. Aujourd'hui, on a un monde particulièrement un peu compliqué où les galeries ont tendance soit à faire signer des contrats d'exclusivité, soit à enfermer les gens, ce qui arrive pour les acteurs, on le voit, qui s'enferment dans un type de rôle et qui peinent à en sortir. C'est-à-dire on demande à l'artiste, si ça fonctionne, de continuer inlassablement une production dans un sens. Et ça, j'en suis incapable, parce que c'est un souffle, donc ça peut se modifier. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, des liens extérieurs, des rencontres, on parlera des rencontres tout à l'heure, des rencontres avec un chat, avec un oiseau, avec un paysage, avec une personne, avec une musique, un livre, ou plusieurs rencontres en même temps, c'est souvent le cas, vont modifier ma peinture, et donc je veux qu'elle soit totalement libre, que ce soit un souffle. Voilà, donc la peinture, le style, alors on me reconnaît, par exemple, ça me fait plaisir, les gens me disent, aujourd'hui, depuis plus de 15 ans, 20 ans, quand on voit une peinture de Claude Legrand, on sait que c'est Claude Legrand, mais à quoi on le sait? C'est peut-être ça le style, c'est que même si je modifie mes personnages, même si je modifie la couleur, la lumière qui est dedans, la façon d'aborder les choses, il y a un fond qui doit être ce que je veux dire et ce qui sort depuis le début, depuis mes 6 ans, 7 ans, qui est la même chose. Mais ça, je suis incapable de savoir exactement ce que c'est. Donc finalement, c'est plutôt ceux qui vont venir voir tes œuvres qui vont t'expliquer comment ils reconnaissent que toi, ce que tu essayes de dire. Eux-mêmes me disent, voilà, on reconnaît, mais comment décrire, par exemple, qu'on reconnaît, alors on va prendre des grands artistes où il y a une reconnaissance absolue. Un Van Gogh, on sait que c'est un Van Gogh instantanément. On parlait de Kooning aussi, un Pollock, un Soulages. Alors Soulages, c'est peut-être plus évident parce que noir, entièrement noir, il n'y a pas d'autre peintre. Mais quand on est dans de la figuration, puisque je suis quand même un peintre figuratif, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît? C'est difficile à définir, mais on reconnaît. En tout cas, une musique, c'est pareil. Ou la première page d'un roman. On dit, ce livre, voilà, on sent dans le... Alors c'est ça le style, je pense que c'est la singularité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est multiple, plein de choses vont nous nourrir. En peinture, moi, il y a des artistes qui m'ont nourri depuis le début, qui sont fondamentaux. Et puis tous ceux que je croise, donc le musée imaginaire intérieur, je pense à Malraux, le musée imaginaire de Malraux que j'ai dans la tête aujourd'hui, c'est je ne sais pas combien de millions d'images. On a en plus les réseaux, on a les musées virtuels, on a la possibilité d'avoir des livres. Et ça fait des tas d'images qui circulent dans la tête de chaque individu, et à un moment donné, tout ça se mélange, et peut-être qu'il y a une singularité, une image qui devient nôtre, qui est propre,
et là on serait dans le style. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui est une des choses les plus dures aussi à définir quand on veut définir quel type d'art auquel, etc. Alors que les artistes généralement vont dans plusieurs directions à un moment donné. Est-ce que tu veux nous parler du coup un peu de... Tu as commencé à nous dire justement avant que c'était en fonction des rencontres, etc., que tu peignais après. Est-ce que tu as un espèce de procédé de peinture ou est-ce que c'est vraiment... Comment tu t'arrives à peindre? Qu'est-ce qui se passe? Alors le travail de l'atelier est rituel. Il est très précis. Je ne peux pas peindre le matin, par exemple. Pourtant, je me lève tôt, mais à 5h, 6h du matin jusqu'à 14h de l'après-midi, je suis totalement incapable de peindre. Je vais dans l'atelier, je m'assois dans le fauteuil et je ne me lève même pas. C'est impossible. Et donc, il faut une préparation, c'est souvent la marche. Donc, début d'après-midi, 13h, 1h ou 2 heures de marche. 2, c'est mieux, si je peux faire 12 km, 11-12 km. Je rentre, je prépare du thé. Le chat est dans l'atelier, je mets de la musique. Le fauteuil, alors le fauteuil, parce qu'on passe plus de temps finalement dans un fauteuil, hein, c'est très important le fauteuil de l'atelier. Donc je suis dans mon fauteuil, ma musique. Je mets une toile au sol, parce que je peins au sol. Et à un moment donné, sur cette toile, je commence à mettre de l'énergie. Alors je travaille un peu comme Pollock, comme Action Painting. J'ai un côté très gestuel, où je commence à rentrer dans une espèce de cheminement qui est presque une danse chamanique, parce que petit à petit, je vais rentrer en transe. Ça, je le sais, une transe spontanée. Et donc, je mets beaucoup d'énergie, ce qui fait que mon bras droit, j'ai quand même la tendinite du joueur de tennis, ce qui est quand même drôle pour un peintre. Voilà toute la force de la chose. Et cette énergie, je tourne autour de la toile. Et à un moment donné, je suis assis. Alors, je reviens à un état de conscience, plus classique. Et là, je vois ce que j'ai fait. Et à l'intérieur de ces lignes d'énergie, par pareidolie, alors pareidolie, je ne sais pas si vous connaissez le terme, je vais le définir, ça vient de para en plus ou à côté, et eidolis c'est l'image en grec, et donc c'est ce mécanisme cérébral qui nous fait voir des images dans toute chose. Vous mettez des lignes, vous regardez les nuages, une tache dans un mur, on crée des images. A priori, si on l'étudie d'un point de vue scientifique, j'ai discuté avec des neurochirurgiens, des neurobiologistes, me disent que a priori, ça serait la première image qu'on voit tout le temps dans une tâche, c'est un visage. Et pourquoi un visage? Alors, ils se sont posé la question, peut-être parce que la première image qu'on voit en venant au monde, c'est un visage humain. Donc on a tendance, voilà. Donc j'utilise ce procédé naturel, un peu d'écriture automatique, et de ce mécanisme de pareidolie de notre cerveau. Donc je commence à avoir l'impression qu'il y a quelque chose de sous-jacent, de quelque chose qui veut se révéler. Alors on reviendra à l'idée de révélation qui est plus importante. Je pense qu'on n'est pas créateur, mais révélateur du monde. Donc quelque chose qui veut venir affleurer à la réalité, et il faut que je le ramène. Donc là, c'est le travail de la raison. J'essaye de le ramener, d'enlever ce qui est en trop, de renforcer les choses. Et puis je tourne autour, et puis cette chose peut se perdre. Souvent elle se perd, c'est-à-dire je vais commencer, j'ai vu un visage, puis ce visage va devenir un chat, et puis après ça va devenir un arbre, puis ça sera peut-être un lac. Et je ne sais pas comment ce chemin se fait intérieurement, mais à un moment donné, alors c'est sur du long terme, on est sur une maturation à plusieurs mois, voire plusieurs années, à un moment donné, la chose se fixe. Comme si elle était enfin arrivée à saillir, à naître. Je dis saillie parce que je pense à Delacroix dans son journal qui parle de la saillie, la notion d'une naissance, d'un accouchement de la chose qui arrive au monde. Donc il faut de la bonne musique et un bon fauteuil. Il faut un très bon fauteuil, voilà, c'est très important. Et la musique, alors, qu'est-ce que la bonne musique? C'est une musique qui va, comme un roman, qui va déclencher en moi suffisamment de pression. Alors une espèce de pression qui vient du haut, je l'appelle. Je suis un peu comme une huître, voilà, c'est pour ça que je parle de pression. Et si on appuie suffisamment fort dessus, elle va s'ouvrir. Et parfois, il en sort rien, un petit grain de sable, et puis des fois, il y a une perle. Et la perle, c'est cet accouchement, c'est ce moment de révélation où je sens que je suis juste. C'est-à-dire la chose vient parce qu'elle ne m'appartient pas, elle est juste à l'extérieur. Virginia Woolf, l'écrivain, parlait des moments d'être pour définir ça. Elle disait il y a des moments où on a l'impression que la réalité veut affleurer. Voilà. Mais qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce qu'affleurer? Ça, c'est difficile à définir. C'est un sentiment spirituel et un peu mystique. Voilà. Ouais, concept compliqué aussi. Et donc tu as ce rituel un peu de peinture, enfin de moment pour peindre, on va dire, chaque jour, etc. Est-ce que tu t'imposes un certain rythme aussi, je sais pas, par exemple de toile à peindre? Est-ce que tu as toi une espèce de pression de quelque chose à produire, ou est-ce que si
sur une semaine, il n'y a rien qui te convainc qui sort, par exemple, c'est grave, pas grave? Comment on gère cette pression peut-être qu'on peut avoir quand c'est son activité, j'imagine? Par le travail. Alors moi, je crois beaucoup au travail. Nous sommes des laborieux et des artisans. Et avant tout, il faut faire ses gammes comme un musicien. Les écrivains écrivent toute la journée, les peintres peignent toute la journée. Et dans ce travail laborieux, parfois, il arrive ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette justesse. Alors quand elle arrive, on est plus joyeux. Alors c'est pas la même joie tout à fait. Il y a une joie la joie du faire, de casser des craies, de barbouiller, d'en mettre partout, que j'ai gardé de l'enfant. Donc ça, cette joie, je l'ai tous les jours. Mais quand je vois ce que j'ai fait dans une journée ou dans plusieurs journées, quand je vois l'étoile que j'ai fait, il y a un sentiment profond d'échec. Et l'échec est fondamental. Alors, pas dans le sens négatif, parce que ça peut être pris l'échec, alors j'ai échoué, je ne peux pas aller plus loin. L'échec comme grandeur. La réussite, pour moi, c'est une fin. Et c'est la chose la plus angoissante. Si je réussis à quelque chose, je ne peux plus avancer. Donc l'échec, comme le définissait, il y a Beckett, j'adore Beckett qui disait à ses acteurs, jouer, échouer, réessayer, échouer encore mieux. Voilà. C'est-à-dire que l'échec nous fait avancer. Et donc l'inaccessible étoile, qui est la toile dont je rêve, ou qui est au fond de mon inconscient, de mon imaginaire depuis l'âge de 6 ans, je ne l'atteindrai jamais, je le sais. Mais c'est elle qui continue à me faire voyager. Et je crois que le sens de la vie, parce que finalement peindre, être artiste ou être humain, c'est la même chose. C'est un voyage vers une lumière, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'existe peut-être pas, qui existe peut-être, mais c'est ce voyage qui, en fait, ce cheminement qui est intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la recherche aussi de perfection qu'avaient certains justement à un moment ou comme quand on définissait la beauté ou des choses comme ça, ça dépend de chacun. Donc au final, je pense que si on se dit qu'on a fini, on y arrive. Enfin, comme tu disais, il n'y a plus de travail après, c'est que... On n'avance plus, on ouvre des portes. Mais ça dépend de chacun et à la fois il y a quelque chose d'universel. Alors j'en parlais hier par rapport à la musique, par rapport à la littérature, par rapport à l'architecture ou un mur de pierre sèche. Je prenais cette évidence ici. Nous avons dans l'Aubrac ou dans le Cantal des murs de pierre sèche. Et les compagnons bâtisseurs parlaient de la compatibilité de la pierre. C'est un terme très intéressant. On vient de le redécouvrir avec la reconstruction de Notre-Dame. Les compagnons bâtisseurs, vous savez, les pierres, elles ne se mettent pas n'importe comment. Et on rejoint, ça me fait penser au zen ou au feng shui, c'est-à-dire on pose les pierres au sol, et une pierre peut aller avec une autre pierre, mais pas avec une autre. Cette compatibilité, c'est l'harmonie à mon avis. Et nos murs sont harmonieux. Et l'harmonie, c'est la mélodie de l'univers. Moi, je pense qu'il y a une mélodie. Alors on peut l'appeler, on peut être mystique, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'amour, on peut l'appeler tout un tas de noms. Mais cette chose-là, je sens qu'on la sent, elle est commune, on la sent vibrer, ce qui fait qu'un grincement de porte ne sera jamais une musique. Mettre de la peinture, des couleurs sur une toile ne sera pas forcément une harmonie, donc une peinture. Écrire ne sera pas forcément un texte. Et à un moment donné, quand on est dans l'harmonie, il y a une vibration, et plus elle est juste, plus elle va aller loin, et plus elle va toucher de monde. Et là, on est dans la grande œuvre d'art, c'est-à-dire un Don Quichotte, 500 ans après, qu'on retraduit, qu'on relit, qu'on s'approprie. Voilà, c'est rare, mais ces choses-là, elles deviennent notre patrimoine. On parlait d'architecture hier, voilà, eh bien voilà, il y a des lieux, il y a le Taj Mahal, il y a peut-être maintenant la Tour Eiffel, pourquoi pas, peut-être Garabi ici, des choses qui vont rentrer dans notre patrimoine universel parce qu'elles nous touchent et parce qu'elles vibrent juste. Ouais, et puis reconnues par à peu près tout le monde comme quelque chose à voir. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes autres... je sais pas si on peut dire centre d'intérêt, passion, mais en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi, du coup, qu'il y avait des livres qui recensaient justement tes œuvres, que tu parlais aussi de poésie, donc plein d'autres choses qui peuvent aller avec la peinture. Est-ce que tu veux un peu nous parler de toutes ces petites branches annexes que tu prends? Oui, bien sûr. Ces petites branches sont des branches principales, en fait. Ça ne sont pas des petites branches. Donc c'est des grosses branches. La peinture, j'ai parlé du mot obsessionnel. C'est une obsession, ce n'est pas une passion. Ouais. Ce n'est pas une passion parce que je suis obligé de peindre comme il me faut respirer pour avancer et vivre. C'est une nécessité vitale. Les passions, j'en ai beaucoup. Alors, la littérature, la poésie, voilà. Les mots sont fondamentaux pour moi. Ils sont la troisième nourriture. On parlait il y a la peinture, l'image, le rapport que j'ai au monde visuel, que ce soit dans le rapport physique réel d'un paysage, d'une personne, ou
le visuel déjà modélisé d'un peintre ou d'un photographe ou du film, le son, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la musique, et la musique et la couleur de la poésie. Parce que les mots, pour moi, ont des couleurs, beaucoup de sons. Et donc, ils me nourrissent au quotidien. Il y a toujours 3 liens dans toute toile que je fais. Alors, on va le retrouver dans les titres. Le titre va être en lien avec soit le roman que je suis en train de lire, soit un passage du roman ou d'une poésie, ou le titre de la musique, ou alors ça peut être plusieurs liens. Par exemple, il y a un tableau qui s'appelle Rouge-Gorge, qui a été fait il y a quelques années, qui a une histoire intéressante. Je lis Christian Bobin, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, dont je vais parler pour que les gens le lisent, parce qu'il faut lire Christian Bobin. Si on ne l'a pas lu, courez acheter des livres, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, je lis un texte de Christian Bobin, un petit morceau, une petite pépite, parce que ce ne sont que des petites pépites, Christian Bobin, où il parle de sa compagne, la plus que vive, comme il l'appelait, qui est décédée assez jeune, de 45 ans. Il dit: pour dire la révélation définitive de ton sourire, je me penche au bord du langage, comme le rouge-gorge sur la barrière, quand il gonfle son plastron cramoisi, au risque d'en faire craquer les coutures. Cette phrase qui me touche, qui a des couleurs, des roses, avec des bleus à côté, une vibration lumineuse très forte pour moi, me fait peindre un tableau. Ce tableau, je l'expose. Il a une histoire assez drôle, parce que plusieurs personnes le voulaient. Il y a eu une discussion, finalement, un petit couac au téléphone où quelqu'un me dit veut le réserver, mais j'ai pas le message, finalement quelqu'un le prend. Puis la personne qui l'a me dit vraiment ce tableau est quelque chose de très particulier que je ne comprends pas. Et au même moment, je parle des liens uniques, j'écoutais Feur Alina d'Arvo Pärt, qui est cette petite musique. Si vous ne connaissez pas Arvo Pärt, qui est un des grands lituaniens, grands musiciens contemporains, beaucoup de musique de film. Et Feur Alina, c'est le petit morceau qu'il y a dans c'est La Chambre des officiers, le film, ce petit morceau de piano. Et il y a ce morceau. Les choses se lient et font ce tableau. Je découvre un peu plus tard que Alina était aussi décédée et que cette musique avait été faite pour cette compagne décédée par Arvo Pärt. De l'autre côté, Christian Bobin a écrit aussi cette chose-là, donc il y a un lien. Et le tableau, quand les gens le voient, ils me disent c'est curieux parce que le personnage qui est derrière, qui est l'homme, qui est peu présent, on dirait que c'est lui qui est vivant et que l'autre n'est plus là. Donc j'avais vraiment touché, je pense, là voilà, ça fait partie des moments où on touche, ce n'était pas prévu, la chose arrive, et donc je touche à quelque chose de plus. Je rencontre Christian Bobin, suite à une dédicace à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand, je les remercie. Je le rencontre dans un petit bistrot, dans un moment improbable, où après, à 23h30, après sa dédicace, où il a donné tout à son public, ben voilà, il se passe quelque chose, une alchimie. Et je lui écris, on commence à s'écrire, donc il y a eu 25 lettres échangées sur les 2 ans où j'ai eu la chance de le connaître avant qu'il décède, et là, c'est qu'il nous quitte, tout en étant toujours là, d'une façon très forte. Et je lui envoie la photo de ce tableau et j'écris dessus, sans lui dire ni le titre ni ce que c'est. Et il me répond cette phrase, il me dit: vous savez Claude, ce tableau me fait penser aux fresques de Pompéi, ce qui reste après le désastre, et ce qui reste est divin puisque mortel. Donc il relie lui aussi le tableau dans l'autre sens. Et là, voilà, là je suis un peintre joyeux, parce que je sais que ce que j'ai mis, l'émotion que j'ai voulu mettre dedans, que moi j'ai ressenti en croisement avec le texte et la musique, est juste. Puisqu'il touche celui qui l'a écrit, il touche le public, la personne qui l'a le ressent aussi. Donc voilà, il s'est passé la bonne alchimie. Et du coup, par rapport au titre, est-ce qu'il y a une fois que le tableau est fini, on va dire en lui-même, est-ce que du coup tu arrives à poser le titre directement après? Est-ce que parfois il n'a pas de titre pendant un moment et ça vient de, comme tu nous dis, tout un processus? Parce qu'on dirait que c'est presque long, l'histoire de ce tableau justement. C'est long parce que la réalisation déjà c'est moins de 6 mois, ça n'existe pas. Un tableau c'est entre 6 mois et plusieurs années. Voilà. Et donc ils se nourrissent doucement. Et oui, le titre peut venir très spontanément et très vite. Donc en fait il n'y a pas de règle. Parce que vraiment il y a une évidence pour moi, mais l'évidence c'est jamais simple. Hein. Donc il y a une espèce d'évidence que c'est ça qui est lié, donc c'est un titre éponyme. C'est le titre du roman, c'est le titre Pays natal, André d'Hôtel, La plus que vive, Christian Bobin, etc. Voilà, le titre vient quand je travaille sur Dostoïevski, qui m'a fait beaucoup peindre, Crime et châtiment,
et ben c'est soit le nom d'un personnage, Marmeladov, un des personnages, l'étudiant Raskolnikov. Donc là, l'évidence. Et puis des fois, c'est moins évident parce que je ne sais pas, les liens ont été plus complexes ou plus multiples, ou alors je ne les ai pas perçus directement. Et donc le titre va pouvoir évoluer, ce qui donne des histoires drôles, parce que je me rappelle d'un tableau que j'avais vendu dans les années 96, qui s'appelait La chute des anges rebelles, et sur un catalogue fait 20 ans après, par des collectionneurs qui voulaient répertorier un petit peu les tableaux que j'avais faits, je le retitre La chute d'Icare. Et donc la personne qui l'a m'appelle et me dit mais non, c'est pas du tout le titre. Mais en fait, on est très proche. On est exactement dans le même, voilà, comment la connaissance, la culture, l'arbre de connaissance peut nous faire chuter à un moment donné. S'approcher trop près de la lumière nous brûle. Bon. Mais voilà, le titre peut évoluer aussi en fonction de ma sensibilité. Pourquoi pas retitrer les choses. Et donc c'est peut-être cette liberté que tu nous disais par rapport aux galeries, etc., de te laisser du temps de pouvoir changer les noms, etc. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Je pensais à... Il y a un auteur paraguayen, donc je vais retrouver le nom, un grand auteur paraguayen, Augusto Roa Bastos, qui a une spécificité. Ses romans, chaque fois qu'ils étaient republiés, alors par exemple Fils d'homme qui a été republié 67 fois, traduit dans le monde entier, chaque version était différente. Il demandait à l'éditeur, alors comme il a une reconnaissance, on accepte, on reprend son livre, et donc il y a des passages entiers qui sont supprimés, des passages nouveaux. Donc chaque fois qu'on relit Fils d'homme dans les différentes versions, il est modifié. Et ça me touche profondément, et je trouve ça fondamental, c'est qu'un livre, une peinture, une musique n'est jamais arrêtée. Elle s'arrête à un moment donné parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais à un moment donné, des rencontres, le voyage, la vie va faire qu'on peut reprendre l'histoire. Et donc, rien ne m'empêche un tableau, moi, qui est resté dans l'atelier, qui n'a pas été vendu, de le reprendre et de continuer l'histoire. Donc, il va pouvoir être modifié et puis finalement devenir quelque chose de totalement différent, en fait, tout en ayant la trame de ce qu'il était au départ. Est-ce que du coup, tu veux nous parler un peu plus en détail de ces rencontres? Parce que depuis le début, je me dis qu'il y a plein de personnes avec qui ça a donné des différentes choses, etc. Donc moi, je suis curieuse de savoir justement un peu quelles sont les rencontres qui ont donné lieu à plein de choses, j'ai l'impression, dans ta vie, dans ta carrière. Alors, rencontre, je l'emploie dans un sens, peut-être le vrai sens profond, c'est-à-dire que la rencontre n'est pas forcément physique. J'ai rencontré Paul Éluard, j'ai 8 ans, Donné à voir, un recueil de poésie qui me fait rentrer en poésie, par exemple, c'est une rencontre fondamentale et qui m'accompagne. Et 50 ans après, Paul Éluard est toujours là. J'ai rencontré Boris Vian, j'ai rencontré des gens que je ne rencontrerai jamais. Et puis, quand il y a la rencontre physique, et avec les personnes, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui est l'amitié-amour, amour-amitié, je ne sais pas comment l'appeler. Et donc, c'est la rencontre évidemment avec mon épouse qui a été fondamentale. C'est la rencontre avec Helena Vieira da Silva, qui est une grande peintre portugaise, qu'on a eu la chance d'avoir pendant une semaine aux Beaux-Arts de Clermont, parce que la première grande expo a eu lieu à Clermont. Elle vient nous voir et nous transmet son humanisme, sa force. Elle avait des mains de travailleuse de la terre. J'adore. Ça me faisait penser au portrait de Van Gogh, Père Goriot, où il y a ses mains. Et donc c'est ce lien à la terre, au travail, à la vie, avec cette humanité. J'aime beaucoup ces gens me touchent beaucoup. Et puis plus récemment, j'en vais encore reparler, Christian Bobin était fondamental. Pour moi, aujourd'hui, il est la personne qui a le plus modifié sur les 3 dernières années mon travail de peintre, mais d'une façon incroyable. On parlait avec quelqu'un qui était ici, les gens qui l'ont rencontré et qui le lisent, il était unique, ce qui est normal pour un grand auteur. Et il était un soleil. Alors un soleil dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire une luminosité incroyable et une force de gravitation incroyable. Et donc quand on se retrouvait sur sa trajectoire, il modifiait forcément ça. Son énergie modifiait votre trajectoire. Donc il a modifié ma peinture et je suis peut-être un peu obsessionnel de son travail, mais je le lis, je le fais lire, j'en parle tout le temps. Et plus je le lis, plus je le découvre, plus je vois la profondeur de cette œuvre qui est... elle est tellement atypique. Moi, elle me fait penser parfois à Montaigne, elle me fait penser à la Bruyère, mais elle est très poétique dans les mots, avec une douceur de l'angle absolument incroyable. Une couleur, alors je disais dans une lettre, sa couleur est un bleu
Parce que je vous expliquais que je voyais des couleurs. Moi, a priori, je serais synesthésique, m'a dit un médecin, c'est-à-dire c'est partie des gens qui ont un petit dysfonctionnement cérébral, qui est beaucoup d'artistes. C'est-à-dire que quand j'écoute une musique, il y a des couleurs qui apparaissent, voilà, les sens se lient. Baudelaire, les correspondances, les couleurs, les sons se répondent. Et donc Christian Bobin, il est bleu, mais pas n'importe quel bleu, le bleu philtalo, un peu clair, c'est le bleu qui apparaît au coucher du soleil, qui est un bleu vert très très beau. Alors c'est une de mes couleurs préférées, et je rencontre sa littérature, et voilà, c'est ma couleur préférée, celle qui est souvent dans mes tableaux. Donc on était fait, je pense, qu'il y avait un lien entre son écriture indirect, un lien extérieur, et puis bon, la rencontre avec l'homme, évidemment, l'a fait, le peu qu'on a eu, c'est-à-dire 2 rencontres physiques, et surtout les courriers, c'est-à-dire 20 lettres où on parlait de beaucoup de choses, où il me donnait. Alors, je ne sais pas ce que je lui apportais. Je me suis toujours posé la question. Moi, petit, modeste, mes modestes peintures, mes modestes. Et lui, enfin voilà, Christian Bobin quand même, l'écriture. Et il me répond des pages, et on a parlé de Soulages, et on a parlé d'André Dhôtel, qui m'a fait découvrir un auteur fondamental maintenant pour moi, qui me fait beaucoup plus peindre que Christian Bobin. Alors que, voilà, il me fait découvrir André Dhôtel, grand ramasseur de champignons, fou furieux ramasseur de champignons, comme il disait dans une lettre, qui avait fait des livres sur les champignons. Et c'est là une de mes passions fondamentales depuis 6 ans, 7 ans, en même temps que la peinture, la quête du champignon, du mycélium. Et donc cette rencontre entre André Dhôtel et moi se fait par les livres. Et donc les personnages que j'ai aujourd'hui, qui apparaissent dans mes livres, viennent directement des romans d'André Dhôtel. Je sens qu'ils sortent de là. D'accord. Et du coup, est-ce que, alors tu as eu beaucoup toi de rencontres, et est-ce que du coup c'est aussi quelque chose que toi justement tu as envie d'apporter vers d'autres personnes par exemple, de partager, de leur apporter, tu dis que tu partageais et que tu recommandais justement ce que tu aimais lire à d'autres personnes, comment tu vois un peu ça aussi toi de transmission? C'est la transmission, voilà. C'est fondamental. Je pense que Lumière d'été, là on est quand même dans un festival que j'ai co-présidé et créé avec mon ami Patrice Cross. L'idée, c'est de transmettre ces petites. Alors, lumière, j'aime bien, lumière d'été. La lumière, c'est des petites pépites, c'est la culture. Et la culture dans son vrai sens. Parce que souvent, culture, on pense, ah, il a de la culture, c'est pesant, c'est lourd, il faut apprendre des choses. La culture, elle est partout. Elle est dans la rencontre de mon ami et voisin jardinier, quand je me remets au jardin en 2004, qui m'explique comment on plante les carottes, pourquoi on ne met pas les carottes à côté des navets, pourquoi on fait pas. Elle est. À chaque instant, elle est de l'oxygène. Elle permet au cerveau et donc à notre corps, puisqu'il est lié, de devenir joyeux. C'est comme un sport, comme une activité physique. Alors, j'aime pas le mot sport parce que c'est compétitif, on va dire activité physique. Le fait d'aller marcher et de se dépasser ou de courir ou de faire de l'aviron, peu importe, il y a un bien-être pour le corps, en oxygène. Et pour oxygéner l'esprit, eh bien c'est ce qu'on appelle la culture, c'est la connaissance, la curiosité. Être curieux, curieux de l'autre, curieux de ce qu'il peut nous dire, de ce qu'il peut nous apporter, et puis être attentif à ce qu'il nous dit, être attentif, découvrir son univers, son monde. Et c'est ça le voyage de la vie, la rencontre, voilà, elle est à chaque instant. Et donc après, quand on rencontre l'incroyable, le magique, le beau, je rencontre un saucisson, par exemple, chez un charcutier, et je le trouve incroyable. Je rencontre une bouteille de vin ou une côte de bœuf, peu importe, ou un petit producteur de légumes chez qui je vais acheter, qui a des tomates fabuleuses. Qu'est-ce que je fais? Genre, vous devriez aller là, ils ont des tomates incroyables. Et bien de la même façon, je lis un livre, je suis transporté, subjugué. Je vais voir tout le monde, je dis, vous connaissez ce livre, vous devriez le lire. Voilà, je pense que c'est ça la transmission, c'est qu'il faut avant tout avoir été touché. Et quand on a été touché, on a envie de toucher l'autre. Parce qu'on se dit, il ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Comment peut-on vivre sans Christian Bobin, sans Rachmaninoff en musique et le concerto numéro 2, sans Chopin, sans Georges Brassens? Vous voyez, les rencontres, on parlait. Georges Brassens a été fondamental, il m'accompagne depuis l'âge de 5 ans, où mon père l'a fait écouter. C'est resté en mémoire, c'était le Père Noël et la petite fille. J'ai vraiment le souvenir du lieu, on est à Paris, de l'électrophone, et donc il y a quelque chose qui se passe. Bach, après, qui est une rencontre absolue, qui est quelqu'un qui me protège tous les jours, qui crée une bulle autour de moi. Et donc ces rencontres-là, d'ailleurs je dis c'est assez drôle parce qu'il y a Brassens, Bach, Bobin, c'est 3 B. Alors je dis c'est mes 3 B. Pour l'instant j'ai 3 B, peut-être j'en aurai un 4e, je ne l'ai pas encore trouvé. On va envoyer nos recommandations de
D'artiste toujours avec un B. Mais mon nom de famille c'est B, hein, donc peut-être que c'est bon. Alors justement, normalement je demande toujours des recommandations, enfin artistes ou autres. Mais là on en a déjà eu beaucoup, donc je ne poserai pas cette question, je pense qu'elle a déjà été bien répondue tout au long du podcast. J'ai 2-3 questions que je pose toujours à mes invités, comme ça je peux voir ce que chacun pense sur le même thème, on va dire. J'aime bien demander qu'est-ce que ce serait pour toi, ta, on va dire, définition, même si bon, c'est très libre, de ce que c'est qu'un artiste, justement, de la vie d'artiste. C'est quoi les... Est-ce qu'il y a des caractéristiques, est-ce qu'on peut pas? Je ne sais pas, la question est ouverte. Parce que pour moi c'est très simple. Être artiste, être poète ou être humain, c'est la même chose, c'est l'humanité. C'est-à-dire d'être à l'écoute, l'attention, voilà. C'est être attentif. Peut-être parce qu'on a plus le temps. La vie fait que la peinture nous choisit, parce qu'on ne la choisit pas, ou l'écriture nous choisit. Elle peut même nous tomber dessus comme quelque chose parfois lourd à porter. Mais on est peut-être plus attentif au monde, aux animaux, à un ciel, à une couleur, à une personne. Et donc ce temps qu'on donne, on va le retranscrire dans la peinture. Et c'est ce lien, voilà. Je pense que c'est l'attention et l'humanité. L'humanisme et l'humanité dans son vivre humainement, vivre poétiquement, vivre en artiste, c'est la même chose. D'accord, merci pour la définition. Est-ce que tu veux nous montrer un peu justement, tu as amené à côté un petit livre avec quelques exemples. Est-ce que tu veux nous... volontiers. Je ne sais pas si tu vas voir. Ok, si tu me montres. Comme ça, tu peux nous parler un petit peu de ton travail visuellement pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Si vous voulez écouter le podcast, je suis désolée, il faudra aller sur YouTube pour voir des exemples un peu concrets. Voilà. Alors ça, c'est le catalogue de la dernière exposition qui a eu lieu au Centre d'art contemporain Jean Prouvé à Issoire. Il y avait 54 toiles qui étaient présentées, donc beaucoup de grands formats, des 2,50 m par 150 m. Et donc là, on voit, alors c'est un petit morceau, alors le titre c'est Orpailleur de lumière. Alors on retrouve la lumière, et Orpailleur de lumière, ça naît, je vais vous montrer un petit peu de peinture, voilà, en même temps je vais essayer de tourner les pages en montrant voilà, de différents tableaux. On est sur des grands formats, là, le paysage qui est une tourbière du Cantal fait 2 mètres par 130 pour donner la mesure. Et Orpailleur de lumière naît encore une fois d'une double rencontre, on parlait des croisements. Le premier disque de Gaëtan Rousset s'appelait Orpailleur. Et je venais de l'écouter, c'est un disque qui a plus de 10 ans. Hein. Et à ce moment-là, Christian Bobin a écrit une lettre à mes parents où il parle de moi et de la peinture. Et il dit « Votre fils Claude, ses yeux de peintre viennent au secours des lumières errantes dans les yeux des daims et dans les forêts. » Et cette idée que c'est finalement le rôle d'un peintre, ou le rôle de tout humain, on va revenir à l'humanisme, c'est de venir au secours de l'autre. Toujours cette idée d'aider. Parce que je discutais beaucoup d'animaux avec lui. Je rencontrais des cerfs ou je rencontrais un brocard et je lui disais qu'il m'avait dit ça, que le brocard me parlait, me disait par exemple dans une sagne à sec, il me disait mais qu'est-ce que vous faites? C'est la sécheresse, on n'a plus d'eau, on est en train de souffrir. Donc ce dialogue qu'on a un petit peu partout avec l'autre, si on s'ouvre à l'autre, on s'aperçoit que le monde a plein de choses à nous dire. La Terre souffre aujourd'hui. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Glenn Albrecht, qui est un Australien, et qui a écrit un livre qui s'appelle Les émotions de la Terre. Si vous ne le connaissez pas, alors voilà des choses à lire, et qui parle de la souffrance que peut entraîner le fait de modifier un environnement, de creuser une carrière derrière chez vous, de couper des arbres, et le lien qu'on a au monde. Voilà, ça c'est fondamental. Et donc Orpailleur de lumière, voilà, moi mon travail aujourd'hui beaucoup sur la lumière, lumière d'été revient ici, c'est d'apporter ces petites parcelles, comme le colibri du colloque des oiseaux d'Attard, de chercher la vérité et de chercher la lumière et d'en amener des petites gouttes. Et je me dis, si quand j'aurai fini cette vie terrestre, s'il y en a une autre, si j'ai apporté quelques petites gouttes à l'édifice humain, une transmission, j'aurais rempli mon rôle de colibri. C'est très joliment dit, en tout cas. Je pense qu'on va s'arrêter là pour notre discussion aujourd'hui, même si on en aura d'autres hors caméra, hors podcast, tout au long du festival. Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose que tu as envie de dire aux personnes qui vont écouter ou regarder cet épisode?
et ben leur dire de venir quand même nous voir, la lumière d'été, voilà, on va faire ce soir, demain soir, avec de beaux spectacles, de nous suivre, parce que dans l'avenir, il y aura des belles choses qui sont déjà en programmation pour les autres années. Et puis vivez, retrouvez la joie à chaque instant qui est au fond de vous, la joie de l'enfant, celui qui tape dans les mains quand il est joyeux. Et pour ça, soit vous cassez des craies, vous barbouillez un peu partout, soit vous faites du jardin, mais faites quelque chose avec les mains. Quand on lit son esprit avec la main, je crois que c'est fondamental. L'Homo sapiens a cette chose incroyable qui est un pouce opposable. Et quand on fait quelque chose avec la main, comme les grands chamans de Valpyrie, qui content des histoires en musique, en faisant des traces dans le sable, on renoue avec une énergie complète et c'est la joie qui remonte. Alors la joie, je vais finir pour la définir parce que ça peut être mal perçu, c'est pas le bonheur. Le bonheur, pour moi, ça ne veut rien dire. On peut le trouver dans la possession. J'ai envie d'avoir des yachts, de faire fortune, c'est un bonheur. Je peux devenir ascétique et être moine avec rien en me flagellant, j'ai le bonheur. Mais la joie, elle est commune au moine et à celui qui a son yacht de 100 mètres. C'est celle de l'enfant, cette chose profonde qui remonte en nous et qui a tendance un petit peu à quitter nos mondes très européens, et comme si la possession et la richesse nous empêchaient d'être et de retrouver cette joie. Donc je leur dis, soyez joyeux, dessinez, peignez, écrivez, chantez, dansez et tout ira bien. Normalement, on va dire les auditeurs et ceux qui regardent font plus ou moins quelque chose dans ce domaine-là, donc normalement on est bon. Merci beaucoup pour la discussion. Je rajoute que du coup on aura d'autres artistes du Festival Lumière d'été qui vont arriver dans les prochains épisodes. Donc je vous mettrai tous les liens, etc. N'oubliez pas de vous abonner à tout le monde si vous voulez pas rater les prochains, parce qu'on va encore parler de beaucoup de choses et de beaucoup de thèmes. Et puis nous, on continue notre épopée au festival à Murat pour cette journée. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à l'équipe qui est derrière, qu'on ne voit pas, mais qui travaille. Charlotte et Abel. Et Abel, voilà. La mention. Merci à vous.